de la proposition de loi pour une durée de 10 minutes. Monsieur Vaspart. Monsieur Vaspart, vous allez bien? Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, je ne vous cacherai pas ma satisfaction d'être devant vous aujourd'hui pour présenter la proposition de loi que j'ai déposée avec les présidents Bas et Retailleau sur le développement durable des territoires littoraux. Un texte qui me tient particulièrement à cœur et qui constitue même, et je pèse mes mots, le sujet majeur de mon engagement de sénateur depuis mon élection de 2014. Un texte largement cosigné par une cinquantaine de mes collègues et auquel sont sensibilisés des parlementaires du littoral de tous les bancs de cet hémicycle qui ont pu être confrontés à des difficultés d'application de la loi relative à, je cite précisément, l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral du 3 janvier 1986. Élus des départements littoraux, mais aussi élus des départements ayant des communes riveraines de lacs de plus de 1000 hectares auxquels la loi Littoral s'applique. Mon département des Côtes-d'Armor, mais partout en France, nous avons connu des affaires médiatisées sur l'application de la loi Littoral, avec des collègues maires condamnés à verser des sommes importantes. L'insécurité juridique est grande, Madame la ministre. Mes chers collègues, le législateur, avec l'appui du gouvernement, doit clarifier et préciser les incertitudes et les excès de la jurisprudence. Je précise tout de suite avec force que je suis particulièrement attaché à la loi Littoral, à son respect et à son esprit. Ce qui semble évident va sans doute mieux en le précisant, tant sur ce sujet sensible, la caricature est facile et le malentendu possiblement durable. Je suis attaché à la loi Littoral comme le sont tous les élus locaux très attentifs aux débats qui se tiennent aujourd'hui et demain en séance publique, qui se sont mobilisés au fil des années et des contentieux, structurés au sein de l'Association des maires de France, de l'Association nationale des élus du littoral que préside mon collègue Jean-François Rapin, ou encore au sein de l'Association des maires des communes rurales, qui soutiennent ce texte. Je ne manque pas de citer aussi les associations de particuliers créées par des propriétaires de biens immobiliers en zone littorale, comme les Plumets, infatigables promoteurs d'une clarification législative des lois littorales et allures. Il est peu de dire que tous sont extrêmement attentifs à l'examen et au devenir du texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. La première initiative de niveau législatif ayant trait à la loi Littoral, après l'excellent rapport d'information de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet, diffusé en janvier 2014, qui s'intitulait « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral, un retour aux origines ». Quelques mots de la genèse de cette proposition de loi. Fin 2016 est arrivée au Sénat une proposition de loi déposée par des députés socialistes portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique et discutée à l'Assemblée au cours des semaines précédentes. Cette proposition de loi visait essentiellement à donner des outils aux élus locaux pour le redéploiement des activités dues au recul du trait de côte du fait de l'érosion. Et elle était d'ailleurs rapportée à l'Assemblée par la députée de Gironde Pascale Got, qui avait sur sa circonscription la commune de Soulac, ainsi que l'immeuble Le Signal, particulièrement touché par l'érosion. Rapporteur du texte transmis au Sénat, j'avais souhaité conserver, bien sûr, le dispositif créé autour de l'érosion du trait de côte, avec toutefois quelques réserves, notamment sur le fonds créé, et faire quelques aménagements supplémentaires pour régler le problème lié aux fluctuations jurisprudentielles autour de la loi Littoral. La commission de l'aménagement du territoire a voté ces aménagements et le texte ainsi amendé était largement adopté en séance en janvier 2017. L'Assemblée a ensuite examiné le texte en seconde lecture un mois plus tard, avant que la séquence électorale n'intervienne et ne précipite l'agenda parlementaire. Le texte ne connut pas de seconde lecture au Sénat. À l'été 2017, j'ai repris dans un nouveau texte les grandes lignes de la PPL issue des travaux du Sénat, gardant le dispositif sur le trait de côte, supprimant le dispositif sensible et polémique qui permettait d'aménager des zones d'activité en discontinuité de l'urbanisation existante. Avec l'appui majeur des présidents Retailleau et Bas,
J'ai ainsi déposé la proposition de loi soumise à notre examen aujourd'hui, permettant ainsi au nouveau gouvernement et à la nouvelle majorité de prendre le temps de l'étude et de la réflexion. Avec son rapporteur Didier Mandelli, élu de Vendée, dont l'implication est totale, nous avons mené de très nombreuses auditions à Paris, dans le Finistère, en Vendée, qui confortent et consolident le texte, conduisant ainsi à quelques aménagements de précision. De façon centrale, le texte réécrit prévoit l'urbanisation des dents creuses dans les hameaux et villages, l'accès à la mer pour les professionnels et la possibilité de construire des abris de jardin et annexes avec des clauses interdisant le changement d'affectation. J'espère de cette discussion qu'elle montre et témoigne de la nécessité que ce texte soit adopté dans un esprit ouvert et pragmatique, dans la bonne foi, en évitant toute caricature qui ne sont pas à la hauteur du débat attendu par nos collègues élus et l'engagement du Président de la République lors du Congrès des maires que je veux ici citer. Qu'y a-t-il de commun entre un centre-bourg, une métropole, une commune qui relève de la loi Montagne et celle qui relève tout entière de la loi Littoral, de manière parfois totalement inadaptée, des rigidités pensées pour parfois toute une catégorie alors que ça ne correspond pas à la réalité locale, des spécificités qui parfois créent d'autres contraintes, cela aussi nous devons le changer. » Fin de citation. Revenons un instant sur le fond de cette PPL. Concernant l'urbanisation des dents creuses des hameaux, villages ou quartiers, suivant les appellations en fonction des régions de France, cette urbanisation doit être possible dès lors qu'il y a un ensemble de maisons d'habitation d'une petite quantité. 5 ou 8 serait sûrement le bon seuil. De même que la définition d'une dent creuse doit être trouvée. Dans notre esprit, une parcelle insérée dans un ensemble construit est une dent creuse. Insérée dans un ensemble construit est une dent creuse. Cela va dans le sens de l'économie du foncier et une meilleure préservation des terres agricoles. Si nous nous en tenons au texte pour ce dispositif, il n'est possible qu'en dehors des espaces proches du rivage, ce qui est une protection de la bande proche du rivage, mais qui exclut par là même certaines presqu'îles ou petites îles. L'accès des professionnels à la mer peut permettre des développements d'activités culture marine, conchyliculture, aménagement public liés à la mer dans les espaces proches du rivage. Enfin, troisièmement, le texte prévoit la possibilité, comme ce fut le cas dans la loi Montagne votée en 2017, de construire abris de jardin et annexes de dimensions limitées sans possibilité de changement d'affectation. Le législateur a le devoir de s'emparer de ce sujet, même si c'est difficile. Si nous voulons éviter que de l'insécurité juridique, de nombreuses communes soient condamnées à verser de fortes indemnités sur des autorisations ou des refus de certificats d'urbanisme ou de permis de construire, et si nous voulons éviter de refermer de façon excessive les possibilités d'évolution de nos communes littorales. Madame la ministre, c'est une grande attente et je sais que les députés du littoral, lors de la campagne électorale, ont été saisis de ce sujet particulièrement prégnant et à ce jour non réglé. Vous avez dit, Madame la ministre, à Didier Mandelli et à moi-même, lors de notre entretien la semaine dernière à votre ministère, que vous étiez, je cite, « un pur produit en marche ». J'ai donc a priori confiance, puisque la volonté exprimée par votre mouvement est d'apporter des solutions concrètes aux difficultés et aux blocages, de respecter les engagements pris. Je pense bien sûr à celui du Président de la République sur le sujet devant le Congrès des maires. Enfin, je ne doute pas que vous et votre mouvement, qui êtes attentifs à privilégier l'intérêt général à toute position partisane, vous aurez à cœur, après la première lecture au Sénat, que ce texte puisse poursuivre son cheminement législatif dans le respect de nos institutions démocratiques et de leur pluralité. Merci, chers collègues.